Bienvenue sur Africa 24. Heureux de vous retrouver dans cette édition de l'Africa Newsroom, enregistrée à Yaoundé à l'occasion de la visite au Cameroun du président français Emmanuel Macron, à l'invitation de son homologue, le président camerounais Paul Biya. Les deux présidents ont accordé une conférence de presse en début d'après-midi au Palais de l'Unité. Et pour faire l'analyse de cette conférence de presse, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau le docteur Mbofung Ordi Bedga, politologue, chercheur au think tank CEIDES. CEIDES, c'est bien le Centre africain d'études internationales, économiques et stratégiques. Bienvenue sur notre plateau, docteur Mbofung. Merci, merci, bonsoir, je vous remercie de cette invitation. Nous avons également l'honneur d'accueillir sur ce plateau spécial de l'Africa Newsroom le docteur Simon-Pierre Ombambida. Vous êtes internationaliste et nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation d'Africa 24. Mais c'est moi qui suis heureux d'être parmi vous. Je vous remercie de m'avoir invité pour discuter de cette actualité importante dans notre pays aujourd'hui. D'abord, de redire ici que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir au Cameroun le président Emmanuel Macron et toute la délégation qui l'accompagne. Cette visite, qui est la première en terre africaine depuis que les Français lui ont accordé un second mandat, porte témoignage de la grande qualité et de la solidité des relations anciennes qui unissent nos deux pays. Les entretiens que nous venons d'avoir nous ont confortés l'un et l'autre dans notre détermination à œuvrer sans relâche au fonctionnement de cette relation fructueuse et mutuellement bénéfique. Je tiens à partager avec vous les sentiments de satisfaction que j'ai exprimés au président Emmanuel Macron pour le soutien multiforme que nous apporte la France, tant au plan sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qu'au plan économique et financier. Nous avons par ailleurs convenu de poursuivre nos efforts conjoints dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures, ainsi que de la formation et du développement local, avec en point de mire l'émergence du Cameroun. Nos entretiens de ce jour nous ont permis, comme les précédents, de faire un tour d'horizon de l'actualité nationale dans nos deux pays, ainsi que de la situation internationale. Nous avons notamment évoqué les menaces à la sécurité dans notre sous-région et notre continent, et les voies et moyens d'y faire face. Nous nous sommes également penchés sur la crise énergétique, les perturbations du marché mondial des céréales et l'inflation généralisée. Ce sont des défis globaux qui appellent une riposte globale. Nous avons bien évidemment évoqué la guerre en Ukraine, les destructions et les souffrances qu'elle occasionne avec des répercussions planétaires. Le président Macron et moi-même sommes d'avis que tout doit être fait pour arriver à une cessation rapide des hostilités. Pour cela, la logique de la confrontation doit céder le pas à celle de la conciliation et du dialogue. Merci, Monsieur le Président. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre engagement à nos côtés.
de votre aimable attention. Je veux vous dire tout le bonheur qui est nôtre, ma délégation et moi-même, d'être parmi vous au Cameroun. Et je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Ce déplacement, vous l'avez parfaitement dit, Président, marque pour nous un moment important. Et ça n'est pas un hasard, en effet, si j'ai choisi de venir dans votre pays pour la première étape de cette petite tournée africaine, la première depuis ma réélection. D'abord, du fait de la profondeur de la relation franco-camerounaise et du caractère exceptionnel de l'amitié entre nos deux pays. Ensuite, parce que le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale, région avec laquelle je souhaite justement consacrer plus de temps lors de ce second quinquennat. Enfin, parce que, je dois le dire, je suis très admiratif de la jeunesse camerounaise. Nous en avons longuement parlé. Le niveau d'excellence des jeunes diplômés camerounais, les talents qui sont ici présents, sont une fierté pour le pays et je pense que le rôle de la France est d'aider au maximum justement à leur donner une place et leur permettre de réussir. Cette relation forte et ancienne qui unit le Cameroun et la France se traduit par une coopération exceptionnelle. Nos priorités communes ont fait du Cameroun l'un des premiers partenaires de l'Agence française de développement. Aux côtés du gouvernement camerounais, elle a financé des projets à hauteur de 2 milliards d'euros ces 10 dernières années. Et les quelques 200 entreprises françaises présentes dans le pays, actives dans tous les secteurs, participent au dynamisme de votre économie. Et c'est une force pour nous tous. Alors, cette présence française, elle a été concurrencée ces dernières décennies, c'est bien normal, par d'autres. Il nous appartient d'être meilleurs, plus efficaces, d'œuvrer ensemble aussi à une plus grande transparence des marchés, à une plus grande efficacité collective. Là aussi, nous en avons longuement parlé, mais je souhaite qu'on puisse diversifier cette coopération au-delà des grandes infrastructures et des commodités, qu'on puisse regarder dans le domaine de l'agriculture, de la formation, du numérique, également des industries culturelles et créatives et du sport, comment faire davantage. C'est d'ailleurs le sens de la délégation qui m'accompagne. Je salue également la qualité de notre coopération de sécurité et de défense, mais là aussi nous voulons la renforcer en particulier en matière de formation. J'ai bien pris note de vos demandes, Président. Et cette coopération, c'est celle qui nous permet d'agir contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Et nous avons ensemble évoqué évidemment cette situation, notre volonté de lutter contre le terrorisme, de le faire en lien avec tous les pays de la région qui sont touchés par ce phénomène, comme d'ailleurs la France, vous le savez, y est engagée depuis de nombreuses années. Nous avons également ensemble évoqué la situation de plusieurs pays de la région, notamment la République centrafricaine, et de notre préoccupation commune à l'égard des ingérences qui s'y font jour. Nous sommes également convenus avec le président Biya de continuer de travailler à l'approfondissement des liens entre nos deux pays sur plusieurs volets, et en particulier en matière de développement économique. J'évoquais quelques-unes des pistes et des secteurs sur lesquels nous voulons avancer, également en matière de paix, de prospérité, de stabilité. À cet égard, conformément à nos engagements, je tiens à renouveler, et nous en avons là aussi longuement parlé, le soutien de la France au processus de décentralisation. Je demeure en effet convaincu, je l'ai dit au Président, que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est par ce processus politique, de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation, qu'une solution durable pourra être trouvée. Cette volonté d'avancer ensemble, nous l'avons aussi constatée dans le domaine de la sécurité alimentaire. Vous venez de le rappeler, Président, et juste après notre échange, j'aurai l'occasion de retrouver plusieurs de nos délégations et plusieurs ministres pour avancer dans cette direction. La hausse du cours des matières premières, les difficultés d'approvisionnement dans un contexte d'inflation qui pour partie était due à une reprise non coordonnée mondiale, mais qui a été largement aggravée par la guerre lancée par la Russie en Ukraine, n'épargne ni l'Afrique, ni le Proche et Moyen-Orient, ni l'Europe. Et alors même que nous sortons à peine de la crise liée au Covid-19, ce conflit met à l'épreuve directement nos économies
et en particulier la vôtre. C'est pour faire face à ces conséquences, notamment en Afrique, que nous avons souhaité nous engager. Nous en avons d'ailleurs parlé il y a quelques semaines ensemble au téléphone. Mais dès le mois de mars, nous nous sommes engagés pour cette initiative dite FARM, qui vise d'une part à aider à faire circuler les denrées alimentaires afin d'éviter que cette crise ne les touche et ne bloque la circulation et ne crée des situations de surstockage, mais permettent surtout de produire davantage dans les pays qui en ont besoin, en particulier les pays africains. Nous nous retrouverons tout à l'heure, c'est un objectif de formation, c'est un objectif de production accrue sur le plan agricole, c'est un objectif pour bâtir et évidemment une plus grande autonomie africaine en matière d'engrais et de production renforcée. C'est un partenariat public-privé que nous voulons ainsi établir. L'investissement de la France dans le secteur agricole au Cameroun est évidemment ancien, mais c'est une manière là de lui donner un nouveau jour, de le renforcer et de permettre de régler la crise qui est la nôtre, comme vous l'avez un instant dit, Président, par de la coopération. Coopération entre nos deux pays, coopération entre nos académiques, nos systèmes de formation, coopération entre nos systèmes publics et privés. Ce déplacement est également l'occasion pour moi de maintenir la dynamique créée par le nouveau sommet Afrique-France de Montpellier. En octobre dernier, en effet, j'avais été frappé par la vitalité, la vivacité des représentants de la société civile camerounaise qui avaient fait le déplacement. C'est pourquoi, en fin de journée, je me rendrai au village Club Noah pour écouter, échanger avec les nouvelles générations camerounaises et françaises sur la politique française en Afrique et la relation entre nos deux pays et nos jeunesses. Nous parlerons des enjeux de participation citoyenne, démocratie, de développement durable, de patrimoine, de sport, de culture, des enjeux qui nous concernent tous, pour nous aider à mieux bâtir encore et renforcer le partenariat qui est le nôtre. Voilà en quelques mots le sens de la visite qui est la mienne et une partie de ce que nous avons échangé avec le Président à l'instant. Nous avons couvert beaucoup de sujets sur le plan bilatéral, sur le plan de la sécurité régionale, de la coopération régionale. Nous avons fait à peu près le tour du monde. Mais sur chacun de ces points, nous avons défini un agenda précis avec des points de rendez-vous qui seront réguliers. En tout cas, je veux ici que vous tous puissiez n'avoir aucun doute sur la volonté de la France et ma détermination à travailler avec vous dans la direction que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Ma question s'adresse au président de la République française. Monsieur le Président, les Africains et particulièrement les Camerounais sont témoins des concours financiers et de la qualité des matériels militaires que l'Occident apporte à l'Ukraine en guerre. Lorsque l'on sait que les pays africains en difficulté économique ou même en conflit ont du mal à recevoir pareille bienveillance, pareille assistance, Monsieur le Président, comment assumez-vous ces 2 poids, 2 mesures? Je vous remercie. D'abord, je pense qu'on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signés en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre, comme l'a dit le Président. Et je vous rappelle que moi-même, quelques jours avant, je suis allé en Russie et en Ukraine pour essayer de l'empêcher. Tout faire pour la stopper sans y participer. Ce faisant, que font les Européens? Ils sanctionnent la Russie pour bloquer son effort de guerre.
essaie dans tous les cénacles internationaux de l'isoler diplomatiquement. C'est là où nous avons besoin de vous, parce que sinon, ce schéma se reproduira à l'envi. Ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Et enfin, nous aidons l'Ukraine à résister. Des aides économiques et financières, des aides prenant les réfugiés, des aides militaires en livrant du matériel. C'est ça la situation, très précisément. Je ne vois pas sur le sol africain des pays qui soient dans une situation comparable, étant agressés par une puissance voisine où nous aurions à nous poser tel sujet. Par contre, je vois des pays qui ont pu être déstabilisés par le terrorisme. Ça, c'est tout à fait vrai. Et vous parlez là à un chef d'État qui a l'honneur d'être à la tête d'un pays qui s'est engagé ô combien. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté, monsieur, en Afrique, nous n'avons pas simplement livré des armes, nous avons envoyé des troupes à la demande d'un État souverain qui était le Mali et de l'organisation régionale qui était la CEDEAO pour la défense de sa souveraineté nationale. Nous avons donc fait beaucoup plus que pour l'Ukraine. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'État qui a eu à enterrer des soldats, parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un État qui n'était pas le leur. C'est ça la réalité. S'il y a 2 poids 2 mesures, ce 2 poids 2 mesures est dans l'autre sens que celui que vous avez évoqué. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les 2 poids 2 mesures. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande et pour leur sécurité. Par contre, nous le faisons dans un cadre clair, à la demande d'un État souverain et pour lutter contre le terrorisme. Quand ce cadre n'a plus été rempli, après les 2 coups d'État militaires au Mali et les choix de la junte, nous avons décidé de partir, de réorienter notre dispositif. C'est ça la réalité. Maintenant, nous avons des politiques de coopération militaire avec de nombreux pays africains. Le Cameroun en fait partie, qui passent par des livraisons, de la formation, du partenariat. Et c'est sur cette route que nous continuerons d'avancer, de consolider le lien qui est le nôtre, sur le plan militaire. Voilà. Je ne peux pas être plus exhaustif et précis pour faire la différence entre des situations que vous avez évoquées et rappeler la réalité de l'implication de la France. Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. J'ai une question à 2 volets qui s'adresse au président français Emmanuel Macron. Alors, Monsieur le Président, au cours d'événements organisés en France qui n'avaient pas de lien avec la relation France-Cameroun, vous avez révélé le contenu de certaines de vos conversations avec votre homologue camerounais. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de donner votre opinion sur les droits de l'homme et la démocratie au Cameroun? Il faut noter que ces réactions sont faites sur un ton peu diplomatique. Donc,
J'aimerais savoir si vous estimez que c'est la meilleure façon de réagir sur les droits de l'homme et la démocratie au Cameroun. Première question. Alors, si vous permettez le second volet, une amitié sincère, comme celle qui existe entre le Cameroun et la France, ne saurait s'encombrer de zones d'ombre ou alors de vérités mal dissimulées. Alors, il se trouve que la guerre de libération qui a été menée au Cameroun a laissé un souvenir des blessures et des souvenirs marqués des exactions, des crimes commis par l'armée française sur des Camerounais. Alors, des décennies plus tard, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de reconnaître ces atrocités et d'en assumer la responsabilité? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Sur votre première question, vous savez, la diaspora camerounaise en France fait partie de la richesse de notre relation. Il se trouve, parce que je pense que implicitement vous faites référence à cela, que cheminant dans le salon de l'agriculture en France, j'ai été interpellé. Je n'allais pas ne pas répondre. Et j'ai répondu la vérité. Je n'ai rien révélé du contenu. J'ai dit, on a des discussions très approfondies avec le président sur des situations individuelles et des situations que nous ne comprenons pas, ce qui est la réalité. Je pense que c'est ce que je dois à nos binationaux ou aux membres de la diaspora qui s'émeuvent de ce sujet et qui, à l'inverse, ne comprendraient pas une seule seconde. Que je puisse leur dire, vous savez, je passe de longues heures avec le président Biya où on se parle au téléphone, mais nous ne parlons pas des sujets qui fâchent. On parle de manière exigeante des sujets qui nous concernent et on essaie de trouver des solutions intelligentes qui sont respectueuses de la souveraineté de chacun, mais qui reposent sur dialogue en vérité. Je crois n'avoir révélé aucun secret dans cette réponse à une interpellation. Simplement, ai-je dit que le rôle de la France et la nature des dialogues que nous avons. Sur ce qui est de notre passé commun, nous avons ce passé, il a des pages glorieuses, heureuses, de construction commune, il a contribué à lier tant de destins, c'est une chance, mais il a eu aussi des moments douloureux, tragiques. Des historiens se sont penchés sur ce passé. Ils nous disent qu'un conflit a eu lieu, le mot guerre est employé, c'est aux historiens de faire la lumière sur le passé, et il faut continuer à écrire précisément cette histoire et essayer de l'écrire ensemble. C'est pourquoi ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit, mais avec une gravité et des responsabilités qu'il convient d'établir factuellement. Je propose donc que nous réunissions les conditions pour mener ce travail, je l'ai dit au président, et que nous mettions en place une commission d'historiens qui pourront travailler ensemble et avoir accès à toutes ces archives pendant la période. L'intégralité des archives françaises seront ouvertes. Je souhaite aussi que nous puissions, d'ailleurs dans le cadre de cette commission conjointe, faire travailler des artistes, parce que j'ai été frappé de voir combien des artistes camerounais, binationaux, ou de la diaspora, avaient comme matrice imaginaire cette période. Et donc je pense aussi qu'il faut leur permettre de travailler ensemble. Nous allons fixer un calendrier de travail à cette commission pour qu'elle rende ses travaux dans un calendrier approprié et rapproché. C'est-à-dire qu'on aurait suffisamment de temps pour avoir accès à tout ce qui est nécessaire et qu'on puisse scander les prochaines années avec des vraies réalisations et un retour sur ces travaux. Voilà. Monsieur le Président Biya, le Cameroun a noué un partenariat de défense avec la Russie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes pour les Camerounais aujourd'hui? Est-ce que vous condamnez l'intervention russe
en Ukraine. Et puis une question au président Macron, l'offensive russe en Afrique est-elle une menace et comptez-vous y faire face ? Et puis un volet économique, si vous voulez bien. Sur le plan économique, monsieur le président Biya, les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable à ce que la France retrouve une plus large part ? Et monsieur le président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays ? Merci. Eh bien, madame, le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. Et donc, tout cela est normal. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'aborder. Donc c'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale. Votre deuxième question, si vous voulez bien me la rappeler. Évidemment, le Cameroun commence à subir les effets de cette guerre. Il y a cette inflation galopante qui arrive, il y a les difficultés de transport, il y a l'anxiété des gens. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Le Cameroun fera ce qui est en son pouvoir pour hâter la fin de ce conflit et qu'on en vienne à la négociation et au retour de la paix. Je crois que j'ai répondu à votre attente. Merci. Sur les deux questions que vous m'avez posées, la première, je distinguerai deux présences russes en Afrique. Il y a une diplomatie russe depuis des décennies, qui d'ailleurs est reflétée par ce que le président vient de dire. Celle d'une grande puissance politique et militaire qui a développé des relations avec tous les pays dans le cadre du concert normal des nations et qui a historiquement eu des relations économiques, souvent militaires, avec plusieurs pays d'Afrique. Là, il n'appartient à personne de dire que ceci est bien ou mal. C'est une relation diplomatique comme chacun. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain.
qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme, parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchette ou des Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc, cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par, du coup, de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier, et en République centrafricaine et au Mali. Et partout où ce schéma prospère ou aura à prospérer. Pour ce qui est de notre présence économique, vous avez raison. Dans le même temps, l'Agence française de développement n'a cessé son engagement. C'est l'un des pays, le Cameroun, où nous sommes le plus exposés et nous avons le plus d'ambition. Simplement, et c'est très légitime, ce pays s'est formidablement développé, a gagné en population et s'est ouvert. Et donc, d'autres pays, d'autres entreprises sont venus sur ce théâtre pour proposer. Et donc, c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une concurrence accrue. Et c'est très bien. Il n'y a pas de chasse gardée. Deuxième chose, nous avons dans certains secteurs défendu des positions, mais je souhaite qu'on puisse avancer ensemble sur 2 éléments qui me semblent clés, à la fois pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, comme on dit, c'est-à-dire que ce soit bon pour le Cameroun, sa population, et pour la France et ses entreprises. La première chose, c'est qu'on œuvre ensemble aux bonnes réformes de gouvernance pour que tous ces contrats soient faits dans la transparence et qu'on ait une lutte efficace contre la corruption partout. Parce que je pense que c'est bon la concurrence, c'est moins bon quand ça n'est pas la qualité de l'offre qui gagne, mais qu'il y a des choses qui se passent à côté. On a tous connu ça. La deuxième chose, c'est qu'on puisse diversifier notre offre. Et donc que nous puissions être plus présents, encore qu'on l'est sur l'agriculture, on a une présence historique, mais je souhaite qu'on fasse plus parce que c'est un des enjeux clés, qu'on soit plus présent sur les industries culturelles et créatives, le sport, le numérique, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a un énorme défi au Cameroun, mais comme partout en Afrique, qui est de réussir à sortir une grande partie de l'économie, et en particulier de l'économie qui est dans la main, si je puis dire, des femmes, et la faire sortir de l'informel pour lui permettre de rentrer dans l'économie formelle. Pour ça, il faut avoir des partenariats avec des PME, savoir structurer des financements et des petits tickets et réussir à faire ce développement. Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels je veux qu'on puisse réinvestir la relation pour lui donner un nouveau tour, pas simplement quantitatif, mais aussi qualitatif et de confiance. Avec nos 2 experts, politologues et internationalistes, nous allons faire le débrief de la conférence de presse accordée par les présidents français Emmanuel Macron et camerounais Paul Biya. Docteur Simon-Pierre Ombambida, on a prêté à la relation
entre la France et le Cameroun des anicroches par rapport à des déclarations qui avaient été faites en France par le président Emmanuel Macron lorsqu'il avait été interpellé par des activistes. Et donc on se disait que dans le cadre de cette visite qui était fort attendue, on allait avoir éventuellement des discordances entre les deux présidents ou des critiques de la part du président français. Mais contrairement à l'attente, première chose, l'entretien qui était prévu faire 50 minutes d'entretien entre les deux présidents, qui a précédé la conférence de presse, elle a duré plus que prévu. Et également lors de la conférence de presse, l'attitude, le ton, le tutoiement qu'on a observé entre les deux présidents. Est-ce que, selon vous, ça ne va pas à l'encontre de tous ces nuages qu'on attendait sur la relation, qu'on attendait de voir s'exprimer ou de voir s'exposer sur la relation France-Cameroun? Eh bien, ça me donne l'occasion d'expliquer un peu comment se passent les relations entre États, parce qu'entre ce que la rue peut penser et la réalité des rapports étatiques ou diplomatiques entre pays, c'est très complexe. Vous avez donc bien suivi aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, un entretien qui était prévu durer moins d'1 heure, qui a plutôt duré 2 heures. Ça veut dire que les deux chefs d'État avaient beaucoup de choses à se dire. Et on a pu observer, au moment de la conférence de presse, que ce que vous avez évoqué en début, c'est-à-dire que ce qu'on a pu reprocher au président Macron, d'avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis de notre chef d'État et du pays tout entier, il s'est expliqué puisqu'on lui a posé une question. Et dans sa réponse, il a dit effectivement qu'il avait régulièrement le président au téléphone et qu'il n'avait rien révélé de vraiment secret ou de trop confidentiel. C'est-à-dire que dans les échanges qu'il a, ce qu'il a dit à cette occasion au Salon de l'agriculture en France, c'était dans les échanges normaux et ordinaires qui peuvent être rendus publics. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire par rapport à ça. Maintenant, je crois que c'est parce que dans l'opinion en général, il y a une certaine idée que les gens se sont faits de la France parce qu'il y a une génération qui connaissait bien ce pays et les jeunes générations, c'est-à-dire comme la vôtre, par exemple, qui connaît un peu moins bien la France et qui est plus distante et qui donc n'attend pas grand-chose de ce pays-là, qui trouve peut-être que c'est un pays qui nous empêche de nous développer, d'évoluer, d'aller plus loin et ne s'intéressant pas véritablement au fond de la coopération entre les deux pays, donc ça reste sur des clichés. Et on a donc bien vu aujourd'hui que ces clichés ne renvoyaient pas à la réalité des rapports réels qui existent entre les deux pays, dont notamment entre les deux chefs d'État, puisqu'il y avait vraiment une ambiance détendue, une entente cordiale et beaucoup de convergence de points de vue sur les questions internationales. Nous allons y revenir. Le docteur Mbofung Ordi Bedga, le président français est venu au Cameroun, si c'est ça la première visite de son second quinquennat. Il a énoncé une relation particulière qu'il y a entre la France et le Cameroun, indiquant également que dans le cadre de son second quinquennat, il mettra beaucoup plus de temps à approfondir cette relation avec le Cameroun. Est-ce qu'avec vous, on peut revenir sur les enjeux d'une telle visite? Rappelons que la dernière visite du président français, c'était en 2015, Hollande, et cette fois-ci, le président Macron l'a très bien dit, il a été invité par le président Paul Biya et il a aussitôt honoré cette invitation. Quels sont les enjeux de cette visite au-delà de ce que le docteur Simon-Pierre Ombambida avait commencé à évoquer? Il faut déjà dire que dans les pratiques diplomatiques, les rencontres au sommet entre officiels d'État qui entretiennent des relations bilatérales et à plus forte raison entre chefs d'État relèvent de pratiques normales. Et parler spécifiquement du cas de la France et du Cameroun, il était question, ou alors il est question de revitaliser en fait ces relations qui, de l'avis de certains observateurs, avaient été un peu refroidies ou alors avaient des zones de crispation. Donc le président français arrive pour essayer de renforcer les liens historiques entre la France et le Cameroun et essayer de discuter d'un ensemble de questions qui ont été dévoilées au cours de la conférence de presse, des questions d'enjeux économiques, sécuritaires, diplomatiques et autres. Donc,
c'est une rencontre avec le chef d'État camerounais qui vise à repositionner la France au niveau du Cameroun. Je pense que le président Macron, lors de la conférence de presse, l'a reconnu. Avec l'émergence ou l'arrivée d'un certain nombre d'autres acteurs il y a une forme de concurrence entre la France et les États rivaux qui ont un partenariat avec le Cameroun. Donc, il est question pour la France de se repositionner au Cameroun comme une puissance qui compte, comme une puissance qui doit se faire une place au plan économique et qui ne devrait pas être exclue des enjeux sécuritaires qui attendent à la fois le Cameroun et l'ensemble de la sous-région Afrique centrale. Et le président Macron l'a souligné, il voudrait prendre plus de temps pour s'investir au niveau de l'Afrique centrale. Et on l'a vu dans le compte rendu de leurs échanges. Merci. Docteur Simon-Pierre Omba Bida, le président camerounais est une personnalité qui ne parle pas beaucoup. Ses prises de position publiques sont scrutées avec beaucoup de minutie. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État camerounais aujourd'hui lors de cette conférence de presse? D'abord, je l'ai trouvé très en forme. Pour quelqu'un de son âge, c'est ça qui m'a d'abord vraiment positivement impressionné. L'accueil du président Macron opérant par le chef de l'État en mi-journée et ensuite au moment de la conférence de presse où il était vraiment pimpant, je peux le dire. Et vous le soulignez, le chef d'État c'est quelqu'un qui parle peu mais dont la parole pèse lourd parce que lorsqu'il s'exprime, il faut décrypter tous les messages qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, pendant la conférence, ses réponses étaient très courtes, mais très denses. Parce qu'il a été interpellé par des journalistes. Il ne s'est pas dérobé. Il ne s'est pas dérobé à ces questions. Il a répondu avec... c'est un homme politique, avec beaucoup de minutie et beaucoup d'expérience. Parce que dans ses réponses, on sentait le poids ou ce que certains appellent la force de l'expérience. Donc ce sont des réponses qui en disent long sur les qualités du personnage et de son expérience politique. Donc je pense qu'il était présent. Il était présent, bien conscient et bien au fait de la situation internationale. Moi, c'est qui m'a également frappé. C'est-à-dire que le président Macron l'a dit, ils ont fait quasiment le tour du monde. De l'actualité internationale, en commençant par l'actualité nationale, sous-régionale, régionale, et puis du reste du monde, sans oublier la guerre en Ukraine. Donc, ils ont fait le tour des questions centrales et importantes de l'heure. Et il était vraiment bien au fait de la situation. Moi, c'est ce qui est apparu dans la geste et puis l'attitude du chef de l'État. Il faut prendre en compte la spontanéité évoquée par le président Macron, spontanéité dans la réponse à l'invitation du président camerounais. Paul Biya, les présidents, dans le cadre de leurs relations avec leurs homologues, ils sont souvent sollicités de part et d'autre. Est-ce que si on veut rester en Afrique centrale spécifiquement, on peut comprendre l'intérêt pour lequel le président Macron a assez vite répondu à cette invitation, et qui est la première de sa tournée africaine, puisqu'il va également au Bénin et en Guinée-Bissau. Est-ce qu'on peut voir les enjeux en Afrique centrale et peut-être en Afrique de manière plus large? Il faut dire que le président Macron, à l'entame de son mandat en 2017, a laissé entendre qu'il voudrait opérer un changement de cap dans la politique africaine de la France et qu'il voulait axer les relations de la France dans une forme de multilatéralisme avec l'Afrique. On l'a vu, il a été présent, je crois, en 2018 au sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Donc, il ne voulait pas privilégier ces rapports bilatéraux. Et la plupart des déplacements ont
en Afrique du président Emmanuel Macron ont été dans les pays du Sahel en lien avec la priorité de la lutte contre le terrorisme. Donc, mais on observe là une forme de revirement de cette politique qui voudrait peut-être marquer un nouveau départ de la France, qui se rend compte de l'importance que pourrait représenter le Cameroun, notamment en Afrique centrale. Le Cameroun a incontestablement une position de leadership en Afrique centrale, c'est la locomotive économique de la CEMAC. Donc on ne peut pas faire sans le Cameroun s'il est question d'adresser les différents enjeux qui se dessinent en Afrique centrale, et notamment les questions sécuritaires sur lesquelles le président Macron est revenu et pour lesquelles la France a un engagement particulier. Et c'est vrai que la France a actuellement un certain nombre de difficultés avec un certain nombre de pays africains. On a vu, il y a un mouvement de contestation, un mouvement anti-français qui émerge. Dans la RCA voisine au Cameroun, la France est de plus en plus évincée. Il y a des tensions diplomatiques. Donc, je pense que la France essaie et compte s'appuyer sur le Cameroun pour reconstruire une forme d'influence dans les pays d'Afrique centrale de façon globale, et ça justifie la présence du président Emmanuel Macron au Cameroun pour entamer sa tournée africaine. De nombreuses questions ont été abordées au cours de cette conférence de presse. Nous allons entrer dans le détail de certaines questions. Nous marquons une courte pause et nous vous revenons juste après. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. De retour dans ce plateau de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie du docteur Mbofung Ordibedga, qui est politologue et chercheur au CEDES, et du docteur Simon-Pierre Ombambida, qui est internationaliste. Docteur Simon-Pierre Ombambida, tout à l'heure, lorsqu'on s'intéressait aux raisons pour lesquelles le président français a aussi vite accepté l'invitation du président Paul Biya à venir se rendre au Cameroun, le docteur Mbofung Ordibedga parlait de soucis de la gestion du multilatéralisme. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Non, pas tout à fait, parce que le président Macron, effectivement, qui est d'une autre génération par rapport à certains chefs d'État africains, a voulu rompre avec son prédécesseur. Ses prédécesseurs avaient déjà commencé avec cette tentative de rupture de la France-Afrique. Alors, c'est pour cela qu'il a plutôt privilégié d'autres formules, c'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser aux chefs d'État qu'il ne connaissait pas, parce qu'il n'avait pas vraiment de contact avec cette génération de personnes, donc d'entrevoir une autre sorte de rapport entre les pays. Donc, ce multilatéralisme, ce n'était pas pour se maintenir dans cette position, parce qu'on ne peut pas gérer les relations entre États seulement dans le cadre multilatéral. Les relations bilatérales existent. Mais il a voulu, et c'est ce que nous voyons dans le nouveau format des sommets Afrique-France, où les acteurs nationaux, étatiques ne sont plus privilégiés, mais on privilégie les artistes, les sportifs, la société civile et une certaine jeunesse, pour qu'ils aillent au cœur de la société. Donc, la France veut se réinventer une nouvelle vision de ses rapports avec le continent. Mais les rapports bilatéraux demeurent. Hein, c'est-à-dire que, et on le voit, c'est-à-dire que la conférence de presse d'aujourd'hui nous a révélé que les échanges entre les chefs d'État sont intenses, parce qu'il a parlé plusieurs fois de conversations téléphoniques.
Bon, nous, on n'est pas toujours au courant, on ne nous rend pas compte de ce que le président français a appelé le président Biya, mais aujourd'hui, on a appris qu'il y a beaucoup d'échanges. Donc, ça montre effectivement que la décrispation, peut-être, nous, on ne l'avait pas au niveau du grand public, mais au niveau des sommets, au niveau des États, il y a une certaine décrispation. Et l'autre traitement, vous l'avez souligné dans votre propos, le tutoiement entre les chefs d'État. On ne se tutoie pas comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a des relations suivies. Donc je crois que le président Macron, qui est à son deuxième quinquennat, donc ça veut dire que c'est des relations suivies. Il a été réélu seulement au mois de mai dernier. On ne peut pas dire que c'est depuis le mois de mai qu'ils se connaissent et qu'ils se tutoient. Donc c'est dire qu'au premier quinquennat, des rapports existaient déjà, qui se sont consolidés avec le temps. C'est ça qui a pu permettre qu'il y ait, comment dire, cette espèce de bonhomie dans les échanges qu'on a pu observer aujourd'hui, et donc de savoir que les aspects bilatéraux restent et demeurent importants. Et de revenir sur un pays comme le Cameroun, que l'opinion a pu voir comme négligé. Et le président l'a dit d'ailleurs ce matin, quand il était à la résidence de France, que le Cameroun est un pays très important pour la région. Quand on dit de région, ce n'est pas l'Afrique centrale seulement, c'est au niveau régional africain. Donc nous allons revenir sur ce point. Effectivement, échange au sommet. Le docteur Simon Pierre-Romba Bida souligne le fait qu'au-delà des rencontres, des forats, où on observe des artistes de la société civile, il y a un type d'événement, il y a une activité quotidienne dans le cadre de laquelle les chefs d'État sont obligés de se parler. Et l'un de ces points, c'est le conflit russo-ukrainien qui a été abordé également aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé l'attitude ou la position du président camerounais sur la question, notamment la résolution du conflit russo-ukrainien, les solutions proposées par le président Paul Biya? Je pense que j'ai apprécié la lucidité du président camerounais dans sa réponse, qui a été assez brève, concise, mais assez explicite, et qui témoigne en fait de la position d'antan du Cameroun en relations internationales axée sur le non-alignement. Donc on ne devrait pas s'attendre à ce que le Cameroun prenne parti pour un camp ou un autre, mais le Cameroun en fait, et dans les échanges que nous avons eus entre le président Emmanuel Macron et le président Paul Biya lors de la conférence de presse, qui est revenu sur la nécessité de trouver des voies de conciliation, des négociations qui pourraient aboutir à un cessez-le-feu, parce que quoi qu'il en soit, la guerre en Ukraine a un certain nombre de conséquences, non seulement au niveau de la vie des Ukrainiens, mais dans l'ensemble de la vie de la communauté mondiale. On a vu avec la crise alimentaire qui se dessine et qui a également un impact sur le Cameroun, que ce conflit n'est pas seulement localisé en Ukraine, mais il s'étend au regard de ses conséquences. Donc le Cameroun a bien précisé que, notamment au regard des accusations de soutien peut-être implicite ou à la Russie, avec le renouvellement de l'accord de coopération militaire en plein conflit en Ukraine, il a dit que ça faisait partie des activités de routine dans les relations bilatérales entre le Cameroun et la Russie, et non d'une forme de soutien. Donc je pense que la position du Cameroun est claire. Il faut trouver des solutions pour mettre un terme à ce conflit qui affecte la communauté mondiale dans son ensemble. Docteur, on l'a vu lors de cette conférence de presse, les questions de certains journalistes de la presse internationale, de la presse française en particulier, ont voulu amener le président camerounais à prendre formellement position. Et le président Emmanuel Macron l'a également souligné. Il a dit qu'il ne comprend pas. En Afrique, il observe une sorte d'hypocrisie qu'on ne veut pas qualifier ces événements qui se déroulent, dénoncer cette agression entre guillemets. Quelle est votre appréciation de cette manière de faire, où on a toujours l'impression qu'on veut
amener les États africains à suivre un mot d'ordre et la façon dont le président Paul Biya a pu gérer cela en conférence de presse? Non, moi, ce que j'ai apprécié dans cet échange, c'est que chaque parti a réaffirmé ses positions. C'est-à-dire que le président Macron, dans sa réponse à cette question qui était très claire, très précise sur le 2 poids 2 mesures, il a donné sa compréhension et son explication de ce qui existe comme rapport entre États dans ce type de circonstances de guerre. Donc sa définition de l'agression, sa définition de la guerre est propre à la conception occidentale des rapports entre États. Donc, parce que c'est un jeu d'alliance, c'est un jeu de perception, de conception des relations internationales, dans une approche réaliste ou néo-réaliste. Donc, lui, il est convaincu, le président Macron, il est convaincu de la justesse de sa logique. Oui. Bon, dans l'échange, il a bien dit qu'ils ont discuté de la guerre ukrainienne. Peut-être pour venir convaincre un peu, c'est aussi son rôle en tant que président de l'Union européenne, président en exercice, parce qu'il ne faut pas oublier, le président Macron est venu avec une double casquette. Non seulement il est le président de la République française, mais il est également le président de l'Union européenne, président en exercice. Et à ce titre-là, son rôle est de défendre le point de vue des Occidentaux par rapport à cette crise. Et il est resté dans sa logique. Il a donné des arguments qui sont les siens, que forcément peut-être qu'on ne partage pas, mais qui, quand on les suit, ont une certaine logique et qu'on peut comprendre. Et en dénonçant en passage l'hypocrisie des Africains sur ce qu'on appelle agression. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend par agression? Vous voyez encore que là, nous sommes dans un jeu de définition des concepts en relations internationales où le consensus ne se fait pas. Le chef de l'État, lui également, est resté dans sa logique du non-alignement, que Madame a souligné tantôt. C'est-à-dire que nous avons des rapports très anciens avec la Russie. C'est un partenaire que nous connaissons. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas à cause des problèmes que certains ont pu voir entre le Cameroun et la France ou d'autres pays occidentaux que le Cameroun s'est tourné vers la Russie. Nous coopérons avec la Russie depuis très longtemps et dans le temps normal, il a bien dit, c'est la routine des relations entre États. L'accord était venu à échéance, il fallait le renouveler. Et ce n'est pas à cause de la guerre qu'on devait surseoir, parce qu'il y a la guerre, surseoir à ce calendrier diplomatique national camerounais. Parce qu'il faut le dire, la guerre en Ukraine ne nous concerne à rien, même si nous subissons de manière directe ou indirecte les effets néfastes de cette guerre. Mais nous, on n'est pas affectés par le calendrier. Donc, le Cameroun n'a pas de problème avec la Russie, tout comme avec l'Ukraine d'ailleurs. Donc, il fallait maintenir le cap et aller renouveler cet accord comme il était prévu. Et c'est ce qui a été fait. Nous parlons bien de l'accord de défense qui a été renouvelé en avril 2022 par le ministre camerounais de la Défense. Et le président a rappelé qu'il avait envoyé en Russie et que cet accord, le renouvellement de cet accord s'explique... on peut situer ça dans le cadre de la routine. Tout à fait, la routine. C'était prévu de longue date. Donc, on ne pouvait pas surtout reporter cette signature à cause de la guerre en Ukraine. Non, puisqu'il n'y avait aucun problème particulier par rapport à ça. Et ça montre bien que les temps ont changé. L'Afrique est dans la mondialisation. L'Afrique est devenue un acteur, ne subit plus, parce que pendant longtemps, l'ordre mondial s'est fait contre les Africains. Il faut dire les choses comme elles sont, l'ordre mondial qui date de 1945. Aujourd'hui, nous sommes en train de le réécrire. Avec ce qui se passe en Ukraine, l'ordre mondial nouveau est en train d'être réécrit et l'Afrique participe de cette réécriture. Vous avez pu observer dernièrement le président Macky Sall, président de l'Union africaine en exercice, s'est rendu en Russie pour aller négocier. Pas seulement pour les pays africains, mais il a plaidé pour le monde entier. Et nous voyons, il s'est félicité l'autre jour du fait que les Russes ont accepté de laisser un passage, débloquer la vente du blé. Ce n'est pas seulement pour les Africains. Donc, vous voyez donc que l'Afrique est devenue un acteur comme médiateur dans les conflits internationaux. Pendant longtemps, c'est les autres qui venaient en Afrique comme médiateurs, mais nous, maintenant, nous sommes devenus un médiateur dans les conflits. Docteur Bedga, est-ce que vous partagez son avis que le Cameroun a intérêt à avoir une telle position, la position qui a été défendue, qui a été exprimée par le président Paul Biya aujourd'hui, vis-à-vis de la question russo-ukrainienne?
Effectivement, c'est dans le droit du Cameroun de maintenir des relations cordiales avec la diversité des partenaires qu'il a, dont la Russie. Et c'est vrai que, comme le docteur Ombala l'a souligné, on va toujours avoir des pressions des pays occidentaux pour aligner les pays africains à leur position et à leurs intérêts. Mais on se rend bien compte qu'effectivement, les pays africains commencent à avoir ce courage-là d'affirmer leur prise de position, ce courage-là de se présenter comme des acteurs à part entière des relations internationales qui peuvent avoir des prises de position qui comptent. Donc c'est dans l'intérêt du Cameroun, ils n'ont pas de différends particuliers avec la Russie et ils ont bien dit, je crois qu'on peut le lire de façon entre les lignes, qui sont contre le conflit d'une manière ou d'une autre. On ne veut pas accuser un camp ou l'autre, mais l'essentiel c'est que le Cameroun est contre le conflit et il propose des voies de sortie qui passeraient par des concertations, la conciliation pour un cessez-le-feu et la fin de ce conflit en Ukraine. Nous rappelons que la visite au Cameroun du président français Emmanuel Macron a eu lieu à l'initiative de son homologue Paul Biya et c'est la première visite de son second quinquennat entamé en avril 2022. Pour sa première tournée africaine, le président Macron s'est rendu au Cameroun, il ira au Bénin, il ira également en Guinée-Bissau. Nous indiquons également que concomitamment à cette visite, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a entamé également une tournée en Afrique du 24 au 28 juillet en Égypte, en Ouganda, en Éthiopie et en République du Congo. L'Afrique n'est plus simplement présente sur la scène internationale de manière passive et avec ces deux différentes tournées, on se rend compte qu'elle devient de plus en plus un acteur privilégié. Incontournable. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez bien observé en disant que le ministre des Affaires étrangères russe est sur le continent. Pendant longtemps, si vous observez bien le fonctionnement des relations internationales, quand il s'agissait de l'Afrique, c'était plutôt les ministres chargés de la coopération qui venaient. Les ministres des Affaires étrangères étaient rares sur le continent. Dans la délégation du chef de l'État français, c'était une forte délégation, donc il y avait lui-même comme chef de délégation, et juste après, en deuxième position, le ministre des Affaires étrangères, la nouvelle ministre, Mme Colonna, et le ministre chargé des partenariats, du commerce extérieur, donc vraiment, et le ministre des Armées. Nous allons marquer une seconde pause et on revient. Voilà. Donc, pour dire qu'effectivement, l'Afrique est devenue un acteur incontournable des relations internationales. Et c'est pour cela que ces grandes puissances n'envoient plus des seconds couteaux, comme qui dirait. C'est-à-dire que c'est les chefs des diplomaties qui viennent maintenant sur le continent pour discuter avec les autorités des différents pays. Ça montre donc que l'Afrique, dans la considération au niveau international, est montée d'un cran. Nous allons prolonger cette opinion. Nous marquons une courte pause et nous revenons tout juste après. Nous nous sommes également penchés sur la crise énergétique, les perturbations du marché mondial des céréales et l'inflation généralisée. Ce sont des défis globaux qui appellent une riposte globale. Nous avons bien évidemment évoqué la guerre en Ukraine, les destructions et les souffrances qu'elle occasionne avec des répercussions planétaires. Le président Macron et moi-même sommes d'avis que tout doit être fait pour arriver à une cessation rapide des hostilités. Pour cela, la logique de la confrontation doit céder le pas à celle de la conciliation et du dialogue. De retour sur le plateau d'Africa 24 dans cette troisième partie de l'Africa Newsroom dédiée au décryptage de la conférence de presse entre le président français Emmanuel Macron et le président camerounais Paul Biya. Nous sommes en compagnie du Dr Mbo Fung,
Ordi Bedga, politologue, chercheur au CEDES, et du docteur Simon Pierre Ombambina, qui est internationaliste. Lors de la conférence de presse qui a été donnée par les deux présidents aujourd'hui, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a été interpellé sur la prochaine élection présidentielle qui aura lieu au Cameroun en 2025. Quel est le premier commentaire que vous pouvez faire sur la réaction du président qui a dit, dans le cadre de la Constitution du Cameroun, il est en train d'exercer un mandat et que d'ici 2025, il y aura des réponses aux préoccupations qui ont été posées, notamment le relais à la jeunesse. Quel est votre commentaire? Eh bien, bon, je commencerai par dire que le chef de l'État a donné une réponse très politique à cette interpellation, à cette préoccupation de la presse française, parce que c'est une journaliste française qui a posé la question. Et donc, il ne s'est pas dérobé. Et sa réponse très politique est pleine de sagesse et pleine d'expérience, de dire que, bon, cette élection, il lui reste encore quelques années, il est en plein milieu de son mandat et que en ce moment-là, il avisera pour dire s'il rempile ou alors s'il rentre chez lui au village. Mais je crois qu'il a bien rappelé, parce que c'est une préoccupation qui est normale, que ce soit pour les Camerounais ou pour nos amis étrangers, mais il a rappelé les textes constitutionnels et les institutions qui existent, parce que cette préoccupation que certains ont pour la transition au Cameroun, elle est gérée par notre Constitution. Donc, quel que soit le cas, il a fait bien de le rappeler, il a dit il y a une Constitution, il y a des institutions qui existent et que tout cela doit jouer son rôle le moment venu. Il ne lui appartient pas, en tant que chef d'État en exercice, il est en plein mandat, de commencer à se préoccuper de ces questions. Donc je crois qu'il était dans une logique normale, même si beaucoup estiment qu'il devrait déjà se prononcer. Je pense que dans une démocratie, dans une république qui fonctionne normalement, c'est des questions qui ne devraient pas se poser, parce qu'on doit avoir l'esprit républicain. Un esprit républicain qui fait que on s'appuie sur la Constitution, et quel que soit le cas, parce que tous les cas de figure sont prévus dans notre Constitution actuellement. Tous les cas de figure. Donc, par rapport à cette transition, c'est elle qui va jouer. Maintenant, de dire de lui demander maintenant de se prononcer de manière formelle, ce serait contre-productif et ça peut même être très très dangereux pour notre pays. Docteur Bedga, est-ce que vous comprenez cette préoccupation qui peut s'exprimer localement auprès de certains acteurs politiques ou d'observateurs ou de simples citoyens même sur la candidature ou non du président camerounais en 2025? Est-ce que cette préoccupation peut être comprise également pour les personnes qui vivent à l'étranger et tout sur la candidature au nom du président Paul Biya? Est-ce que vous comprenez cette préoccupation qui a été formulée par une journaliste française comme Oui, on peut comprendre. Je pense que même déjà dès le lendemain de l'élection présidentielle de 2018 et la réélection du président Paul Biya, c'est une question qui se pose. Et peut-être même déjà depuis le début des années 2000, c'est une question qui revient. Peut-être les Camerounais de façon globale ou de la diaspora sont avides peut-être de l'alternance ou alors de voir une figure politique nouvelle. Donc c'est une préoccupation qui est compréhensible. Mais le président de la République, dans sa réponse qui n'est pas surprenante, il nous a habitués à des réponses assez énigmatiques, à des phrases chocs. Donc on peut le comprendre qu'il essaie de rester dans la légalité telle que prévue ou encadrée par les institutions camerounaises. Donc c'est une préoccupation de l'ensemble de la société civile qui s'interroge sur quelles seraient les conditions d'une transition ou alors de l'alternance en 2025, parce qu'on sait que la société civile camerounaise a notamment des préoccupations relatives au code électoral ou à l'encadrement du processus électoral de façon globale. Et avec
cette idée-là, ou alors c'est présupposé qu'une nouvelle candidature du président actuel pourrait peut-être fausser les jeux dans l'ensemble. Mais je pense qu'actuellement, il serait peut-être plus intéressant pour les différents acteurs au Cameroun de continuer de jouer leur rôle dans la préparation de cette autre échéance, parce que évidemment, une échéance telle que celle-là ne se prépare pas à la veille. Donc, pour la société civile, continuer de plaidoyer, de travailler à ce qu'on puisse avoir des normes plus consensuelles qui pourraient participer à la pacification du jeu politique le moment venu, pour les partis politiques de commencer dès maintenant à se préparer pour rattraper le retard qui est réel entre les partis politiques d'opposition et le parti actuel au pouvoir qui, nous le savons, a bénéficié de l'infrastructure et des structures de l'ancien parti unique qui favorise son implantation. Donc, que les partis politiques d'opposition se préparent, travaillent à ce que cette échéance électorale puisse peut-être leur être favorable à travers un vote effectif, la mobilisation de leur base et la surveillance du vote, ainsi de suite, et il n'y aura peut-être pas de problème. Est-ce que vous vous posez cette question? Je pense que je suis camerounaise, je suis citoyenne, je vis dans la société, donc ces préoccupations, je pense qu'elles sont celles de l'ensemble de la population. On s'interroge bien évidemment sur l'avenir de notre pays qui dépend de l'avenir politique du Cameroun. Donc on voudrait que les choses se passent dans les règles de l'art et on sait qu'actuellement, le Cameroun est secoué par un ensemble de crises et on ne voudrait pas, on n'a pas envie qu'une crise post-électorale ou pré-électorale puisse s'ajouter aux problèmes que nous rencontrons. Donc, c'est normal de commencer déjà à s'interroger et préparer en fait une échéance apaisée, voilà, en réfléchissant et en continuant de contribuer à la réflexion tant que tous les acteurs et parties prenantes prennent leurs responsabilités à main et travaillent dans leur domaine de compétences. Docteur Simon-Pierre Omba-Bida, le président a dit que son mandat arrive à échéance en 2025. D'ici là, il verra s'il faut se présenter à nouveau ou s'il faut aller au village. Il a employé cette expression. Elle a parlé le docteur Bedga a dit que c'est normal de s'interroger pour l'avenir au Cameroun. Cet avenir, on peut, s'il faut faire un scénario, imaginons le président Paul Biya se représentant en 2025, cet avenir vous semble-t-il confiant et tout, d'ici 2025? Disons que l'avenir, personne ne peut lire dans la boule de cristal ce qui va se passer demain, mais moi je pense que nous devons faire confiance à nos institutions qui existent et qui fonctionnent, parce que le Cameroun a un texte constitutionnel qui est là, qui est appliqué, et dans les dispositifs qui sont dans la Constitution, il n'y a pas de limitation de mandat. Donc le chef de l'État est tout à fait libre, s'il se sent capable, en 2025, de remplir. Je crois que les gens s'attardent beaucoup sur son âge, qui est un bel âge, très avancé, mais en se posant des questions, est-ce qu'il sera capable? Donc on voudrait savoir dès à présent, mais je pense que, comme a dit madame, ce que l'opposition devrait faire, c'est plutôt de se préparer, plutôt que de se poser ces questions inutiles qui ne servent à rien pour l'instant. Il est dans son mandat, c'est un mandat qu'il a obtenu, il est en plein encore quelques années, il a demandé de faire une soustraction 7-3 ou 7-4, donc comme ça on saura le temps qu'il lui reste à diriger le pays. Donc je pense que c'est normal que les gens se posent des questions. Nous sommes tous Camerounais pour savoir l'avenir, qu'est-ce qui va se passer demain, mais je pense que ce n'est pas une préoccupation qui devra empêcher les gens d'avancer ou de fonctionner. Donc on doit savoir raison garder, qu'on laisse le président travailler, parce que le peuple l'a mis à cette place pour servir ses intérêts, et donc que l'opposition joue son rôle, et puis la constitution qui est là, qui fonctionne, ce n'est pas demain qu'on va la changer. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est dans l'ordre du jour, mais que donc cette constitution, elle est là, elle a prévu toutes les dispositions nécessaires en cas de vacances du pouvoir. Donc, et c'est cette constitution qui va fonctionner. Nous nous acheminons vers la fin de cette édition de l'Africa Newsroom. Nous allons sortir avec un commentaire, 1 minute, sur un autre point qui a été évoqué lors de cette conférence de presse, la question mémorielle, et notamment la guerre de libération, la guerre
menée au Cameroun avant l'indépendance et post-indépendance. Le président français Emmanuel Macron a refusé d'en faire des commentaires. Il a dit qu'il y aura une commission d'historiens camerounais et français qui va être mise sur pied pour analyser les responsabilités des uns et des autres. Votre commentaire sur les éléments de réponse donnés par le président français à cette question et également votre réaction en 1 minute et puis on va clôturer le débat. Voilà, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises au niveau même de la société civile et je crois que c'est assez intéressant que l'on puisse mener ce genre d'action. On se rappelle que lors de la dernière visite du président François Hollande en 2015, il avait promis de déclassifier les archives nationales françaises sur toutes ces questions-là de la guerre pré- et post-indépendance au Cameroun. Donc ce serait assez intéressant qu'il y ait ce travail-là qui soit fait pour que la vérité, la lumière soit faite sur la vérité, ce qui s'est passé, les parts de responsabilité, parce que ça participerait du travail de guérison, de libération de tous ces incompréhensions qui, jusqu'aujourd'hui, fragilisent la société camerounaise. On sait très bien que la plupart des crises auxquelles nous faisons face ont leurs racines dans les questions post-indépendance, les questions de relations et de gestion de cette période-là par la France. Donc, il serait intéressant véritablement que ce travail soit fait. Ça nous rappelle un peu la gestion du génocide rwandais par la France. Donc, c'est toujours ce type de commission qui a été mise sur pied avec des historiens. Il est important que la lumière soit faite et ça permettra d'avancer et de guérir les blessures du passé. Docteur Simon-Pierre. Oui, c'est une bonne avancée parce qu'effectivement, c'est des promesses qui sont faites par les chefs d'État français successifs. La dernière date, c'était le président Hollande. Cette fois-ci, le président Macron a estimé que toutes les archives seront ouvertes et mise à la disposition de cette commission qui va être mise en place, une commission paritaire et bilatérale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que les historiens camerounais ou les historiens français d'un côté. Les deux pays vont travailler ensemble pour dépouiller ces archives. Et moi, le sentiment que j'ai eu quand même tout à l'heure, c'est que le président Macron avait déjà une petite idée de ce que contenaient les archives. Parce que quand il a insisté sur le fait que les responsabilités seront établies de part et d'autre avant même, avant l'indépendance, c'est-à-dire à l'époque coloniale et à l'époque post-indépendance. Donc, et je crains que, à cette occasion, que les gens ne soient surpris et peut-être même un peu déçus de ce que les archives vont révéler. Parce que pendant longtemps, la France a été accusée de beaucoup de choses. Et moi, le sourire, parce que j'ai observé le président Macron, quand il parlait, c'est comme s'il avait déjà une petite idée de ce que pourraient révéler ces archives. Mais c'est une très bonne chose. Nous, Camerounais, ça va nous permettre d'avancer et de sortir un peu de cette affaire du contentieux historique qui existe entre le Cameroun et la France, d'établir les choses dans la clarté, dans la vérité, et que donc les responsabilités des uns et des autres soient bien établies. C'est sur ce mot de fin, sur la nécessité d'établir les responsabilités sur la guerre précoloniale. La guerre pour l'indépendance du Cameroun. On en parle effectivement depuis 2015. Le président Hollande avait promis l'ouverture des archives. Le président Macron est venu le marteler davantage ici en indiquant que la commission sera mise sur pied sans délai. C'est sur ce point que nous allons terminer cette édition de l'Africa Newsroom consacrée au décryptage de la conférence de presse donnée par les présidents français Emmanuel Macron et camerounais Paul Biya dans le cadre de la visite officielle du numéro 1 français au Cameroun à l'invitation de son homologue. Nous étions sur le plateau en compagnie du docteur Bofung Odibedga, chercheur au CEDES, vous êtes politologue. Merci d'être venu sur le plateau d'Africa 24. Et nous avons également eu l'honneur d'accueillir ici le docteur Simon-Pierre Ombabida qui est internationaliste. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale de l'Africa Newsroom consacrée à la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun à l'invitation de son homologue Paul Biya. Bonne suite des programmes sur Africa 24, votre chaîne panafricaine d'information.